Bienvenue à la Fondation Braillard Architectes, établie ici à Genève en 1987, que vous voyez derrière moi. La Fondation est un organisme à but non lucratif qui a comme première mission la protection des archives de Maurice Braillard et de ceux de ses fils Pierre et Charles. Par la suite, la deuxième mission, c'est celle de la veille sur leur œuvre construite et finalement la promotion de l'architecture et d'urbanisme de qualité à Genève, en Suisse et dans le monde. Donc, dans cette archive, nous avons découvert des magnifiques pièces que nous avons sorties pour une exposition à l'occasion des Journées du patrimoine en 2020, consacrée à la question et au thème de la verticalité. Un travail qui a permis à Maurice Braillard de développer toute une pensée urbaine qu'il a par la suite montrée dans le travail qu'il a fait dans le plan Braillard de 1935 et qui a inspiré l'évolution du canton par la suite. Braillard avait saisi la dynamique d'une Genève qui changeait après la Première Guerre mondiale vers une positivité, une brillance, un esprit humaniste. Ce travail montre aussi une autre voie qu'il a empruntée avec d'autres collègues à lui en Europe, Sigurd Lewerentz en Suède ou Rudolf Schwarz en Allemagne, loin du radicalisme d'un Mies van der Rohe ou d'un Le Corbusier. Finalement, ce qui nous intéresse dans ce travail, c'est surtout le sens symbolique de la tour, de la verticalité, qui n'est pas celui, finalement, d'un urbanisme spéculatif, d'une architecture spéculative qu'on voit avec les gratte-ciel. Donc, c'est la tour qui donne la force d'une ville humaniste que je vous laisse découvrir avec Paul Marty, qui est l'historien de la Fondation. Première idée, il n'y a pas une tour Braillard générique. Les tours sont pensées de façon différente, de projet en projet. Deuxième idée, pour Braillard, la tour est une option. C'est une possibilité qu'il active ou qu'il n'active pas. Troisième idée, elle participe d'un projet architectural plus large. Quatrième idée, les tours jouent un rôle dans la structuration et l'organisation de l'espace public. On peut alors entrer dans les projets qui ont pour dénominateur commun cet élément saillant. La gare centrale de Genève, la gare Cornavin. Son histoire est longue. Elle remonte au début du XXe siècle. À ce moment, on doit faire face à l'augmentation du trafic, d'une part, et puis, d'autre part, se pose la question de la liaison au tout nouveau tunnel du Simplon. Genève et Lausanne vont être en compétition pour assurer cette liaison à ce tunnel. Les deux tracés sont d'une part celui de la Faucille, qui aurait desservi Genève, et d'autre part celui du Mont d'Or, qui débouche sur Lausanne. In fine, c'est Lausanne qui va l'emporter, en raison des pressions d'une part de la Confédération et d'autre part de l'État français. Si bien que la gare de Genève va rester cantonnée finalement dans un rôle de gare de passage. Elle ne doit pas avoir le caractère monumental qu'aura la gare de Lausanne. Finalement, le projet sera repris bien plus tard, au début des années 1920, dans un contexte qui est lui profondément renouvelé, marqué par l'appauvrissement général. Les CFF en particulier vont pousser vers une gare qui est au fond pensée comme un instrument de travail, un outil de travail qui doit permettre de gérer d'une part de manière rationnelle les flux de passagers et d'autre part d'abriter de la manière la plus fonctionnelle, mais aussi la plus économique, les différents services ferroviaires. Finalement, un concours est organisé. Maurice Braillard va y participer. Pacific 231, un nom qui fait référence à un modèle de locomotive à vapeur, de locomotive rapide. Dans ce projet, la tour est inscrite en pont, au-dessus du passage sous voie, qui relie l'avant-gare à l'arrière-gare. Ce premier concours révèle que le périmètre prévu est trop restreint pour recevoir l'ensemble du programme. Un deuxième concours est lancé en 1924. Maurice Braillard dépose un nouveau projet.
Le projet est remanié en profondeur. La façade est allongée, le passage sous voie obturé. Le développement linéaire de la façade fait de la gare un rideau tiré devant le plateau des voies. C'est un voile monumental pour masquer un arrière industriel et signifier une limite urbaine. Braillard conserve l'idée de la tour et au même emplacement que dans le projet Pacifique. Le traitement architectural est de facture classique. Socle, corps principal, couronnement. L'élément vertical est marqué par l'horloge, renvoi symbolique à l'univers ferroviaire, à sa rigueur technique et à l'exactitude de ses horaires. La vue sur la tour, depuis la rue du Mont-Blanc, ainsi que l'ample marquise qui court sur la façade de la gare, révèle l'importance que Braillard accorde à l'esthétique et plus encore à la vie urbaine. Le jury du concours, peu préoccupé par des questions de représentation architecturale, préféreront le projet Flegenheimer, plus neutre, plus fonctionnel, plus économique. Le jury du concours va être marqué par des dissensions profondes, d'une part entre les représentants des CFF et d'autre part les représentants de l'État, de la ville et des associations professionnelles. Maurice Braillard va évidemment avoir écho de ces dissensions et il va chercher à en tirer parti en faisant une ultérieure proposition hors concours. Une proposition qui est là pour relancer le débat. Dans ce projet, la gare s'enrichit d'une fonction nouvelle, celle de connexion intra-urbaine, entre, d'une part, l'avant-gare et d'autre part, l'arrière-gare. Passage piétonnier de ce côté-là, passage automobile de ce côté-ci. La gare devient un élément de liaison entre les quartiers et non plus une barrière qui viendrait couper l'avant de l'arrière. Une vision éminemment moderne qu'on retrouve notamment dans les grandes gares allemandes d'après-guerre. Une conception qui, aujourd'hui, tend à devenir la règle. Avec cette mue du Bahnhof, gare court, en Bahndurchgang, gare passage, l'on assiste à un changement de paradigme. La tour de la gare ne sert plus à clore la perspective, mais à mettre en mouvement la perception de l'espace urbain. Au premier plan se dresse la tour de la gare. Au deuxième plan se développe, de manière linéaire, sa façade cadrée aux extrémités par les volumes bas des passages sous voie. Cette vue diagonale introduit une dimension dynamique. Plus encore que la vision du flâneur, c'est ici la perception d'un voyageur pressé qui s'en va prendre le train, ou celle des utilisateurs des transports mécanisés qui ont l'œil accroché par un élément saillant, en l'occurrence par la tour en position asymétrique. Cette tour a valeur de signal. Elle indique des passages piétonniers sur sa droite, automobiles sur sa gauche. Par ailleurs, la tour revêt ici une dimension mémorielle, territoriale et stratégique. Elle se situe très exactement au point d'éclatement des trois grands axes de la rive droite. Tour signal, tour urbaine, tour mémorielle à Cornavin. L'essentiel de ces qualités se retrouve en 1927, soit un an après Cornavin, sur le site voisin des terreaux du Temple. Un projet que Braillard développe, encore une fois, en marge d'un concours d'architecture. Il crée ici une image qui synthétise sa compréhension de la ville moderne. Il y saisit la quintessence d'un centre-ville vivant, actif, trépidant, à l'image de l'Europe des années folles. Perspective nocturne avec une tour en position de proue qui fait corps avec un volume plus bas à l'arrière. Surmontée de deux fanaux lumineux qui fondent la nuit, la tour irradie la ville, littéralement comme un phare. C'est un soir de novembre pluvieux. La ville est pourtant animée comme en plein jour. Il faut dire que l'éclairage électrique des vitrines, des fenêtres et des fanaux permettent de vivre la nuit
de s'affranchir des contraintes et de démultiplier l'activité humaine. L'éclairage électrique renouvelle l'image et la perception de la ville. Les zones d'ombre et de lumière sont inversées, les contrastes clair-obscur dramatisés. Ce centre-ville métropolitain moderne, animé par l'activité commerciale, est alors perçu comme un facteur de prospérité économique. Une prospérité qui, chez Braillard, ne va pas sans progrès social, comme vont le montrer les projets résidentiels. Avec les squares de Montchoisy, nous quittons l'épicentre de la ville moderne et nous entrons dans un nouveau domaine d'expérimentation, celui du logement collectif. Les squares Montchoisy se situent en bordure de la ville dense, à la limite du quartier des Eaux Vives et des grands parcs de la rive sud du lac. Ils constituent la plus grande opération immobilière de l'entre-deux-guerres à Genève. Elle fut rendue possible par le rachat d'une très grande propriété d'un seul tenant. Cela a permis de concevoir un ensemble unitaire de grande qualité qui fera école. Au niveau politique, les squares Montchoisy vont servir à promouvoir une loi qui favorise la réalisation d'opérations de grande ampleur. Braillard adopte, dans un premier projet, une composition très classique, une scénographie de type baroque, avec une composition symétrique centrée sur l'ancienne maison de maître. De l'ancienne campagne, il conserve la maison de maître et la caractéristique salle de marronnier. Pour magnifier la demeure patricienne du XVIIIe siècle, Braillard met en place tout un dispositif. Avenue centrale monumentale, tour jumelle au premier plan, îlots résidentiels disposés symétriquement et cadrant les vues. Îlots fermés, de formes et de tailles différentes. Les préoccupations air, lumière, soleil sont peu prises en compte. Par ailleurs, la circulation est peu aisée en raison des coudes qui caractérisent ce système. Braillard va faire évoluer profondément et rapidement ce premier projet. 2 ans plus tard, Maurice Braillard développe une nouvelle proposition qui est pensée comme une matrice propre à régénérer l'ensemble du quartier. C'est là une manière de faire tout à fait caractéristique pour Braillard. Changement d'échelle, mais aussi changement esthétique. On passe d'un schéma classique à un schéma moderniste. Maurice Braillard conserve certes la disposition cône d'îlot, mais il utilise des immeubles standardisés dans leur forme et propose une composition largement aérée. Les immeubles restent disposés en front de rue, mais il laisse désormais le libre passage à l'intérieur des cours traités comme des vastes squares aménagés et arborés. Systématiquement, les entrées d'immeubles et les pièces principales des logements sont orientées dessus. La modernité se manifeste dans un système répétitif avec le risque assumé de la monotonie. Braillard va travailler avec l'idée de la série, de la répétition mécanique, et, en même temps, il s'efforce de recréer unité et identité. C'est ici qu'intervient à nouveau le motif de la tour. 2, puis plus qu'une tour. La modernité provient ici autant de la géométrie élémentaire des volumes que du dynamisme propre à la position asymétrique. Construction à partir d'éléments simples qui s'apparentent aux pièces mécaniques produites par l'industrie. Composition asymétrique qui permet de capter quelque chose de la qualité du déplacement motorisé ou de la perception rapide, linéaire, pour ainsi dire cinématographique, des espaces urbains. La ville est pour lui un espace à contempler, mais plus encore, c'est un espace à pratiquer. L'espace public est pensé, aménagé, qualifié. En peu de mots, il est au cœur du projet. Les immeubles avec socle avancé sont disposés de manière à définir des avenues, de larges artères urbaines plantées et bordées d'arcades commerciales. On est en présence d'un espace rue traditionnel, même si rationalisé. Un espace moderne à 3 titres. Moderne, car adapté au déplacement mécanisé automobile. Moderne, car propice à la déambulation des foules devant les vitrines commerciales. Moderne enfin, car générateur d'un habitat salubre,
les immeubles dégagés sur les 4 côtés, en position surélevée et en net retrait, assurent au logement lumière naturelle, aération et ensoleillement. Dans ce dispositif régénéré, la tour opère comme un symbole. Elle vient signifier, mettre en exergue la modernité du quartier. Mais surtout, elle réintroduit dans le dispositif sériel de la ville moderne un élément singulier et remarquable, un élément qui facilite l'orientation et favorise l'identification. Cité Moalbeau, un ensemble de logements sociaux. Pour Montchoisy, on disposait de 1300 documents. Pour Moalbeau, de 4 seulement. Le projet Moalbeau doit appuyer une politique de construction de logements sociaux coopératifs et servira à illustrer une petite brochure éditée par le Parti socialiste genevois, ce que chaque locataire doit lire. Le problème du logement social à Genève, sa solution. Une année plus tard, une loi est adoptée et 2 ans plus tard, le premier ensemble résidentiel, sur base coopérative, sera réalisé à Genève. À l'origine, on retrouve Léon Nicole, le chef de la gauche genevoise de l'entre-deux-guerres, ami et voisin de Braillard. Le futur conseiller d'État de la Genève rouge des années 1930 cumule déjà, en 1927, les fonctions politiques. Que ce soit à Moalbeau ou à Montchoisy, Maurice Braillard convoque 2 traditions. Une tradition classique et une tradition moderne ou moderniste. Des traditions que l'historiographie tente à opposer, mais qui, dans une pragmatique de l'action, se laissent tout à fait combiner. Le premier modèle renvoie à la Siedlung allemande, c'est-à-dire aux ensembles résidentiels composés d'immeubles en bande continue de 3 étages sur raies disposées, le plus souvent, parallèlement les unes aux autres. Ce modèle, principalement développé à Francfort et à Berlin, a pour objectif de loger le plus grand nombre dans des conditions décentes et au meilleur coût. Le souci de confort et de salubrité est omniprésent dans ce type de logement. Ils sont assurés par le chauffage central, l'eau chaude et froide, la cuisine et la salle de bain aménagée. La salubrité par des larges baies vitrées et des loggias qui offrent en abondance éclairage naturel, ensoleillement et aération. Au niveau du plan d'ensemble, la disposition dans un parc d'immeubles en bande parallèle présente, une fois encore, l'avantage d'un éclairage favorable, même aux étages inférieurs. Par ailleurs, il permet d'orienter les pièces de manière optimale. La répétition à l'identique des bars, des montées d'escaliers, des appartements, des ouvertures et des éléments constructifs permettent une production industrielle. Un mode de production économique et rationnel du bâtiment, fondé sur la taylorisation, la reproduction sérielle et l'assemblage d'éléments normalisés. Cette reproduction à l'identique se veut alors aussi l'expression d'un principe démocratique. On construit à l'image d'une société où les droits et les bienfaits seraient répartis de manière équitable. Offrir le confort moderne aux couches populaires, c'est possible, mais cela ne va pas sans concession. C'est au prix de la normalisation, de la standardisation, de l'uniformisation. Le risque qui en découle, c'est évidemment celle d'une cité monotone, d'un espace sans identité, sans qualité. Et c'est à ce niveau-là que Maurice Braillard fait intervenir le 2e modèle. Dans le schéma moderniste, Braillard introduit en effet un élément d'exceptionnalité. Concrètement, il dessine une perspective centrale, un axe de symétrie autour duquel s'organise tout le quartier. Au plus grand nombre, il offre Versailles, un Versailles de l'âge démocratique et socialiste. Dans cette construction, les tours jouent un rôle clé. Disposées en tête d'immeuble, elles soulignent l'axe central, un axe triomphal, magnifié par la succession des plans d'eau et des jardins, et encore des tours pour cadrer la vue sur le Saint Graal, le bâtiment communautaire, autrement dit, le foyer de la vie sociale. De ce quartier, Braillard propose une image quasi cosmique, dans sa perspective en contre-plongée de l'axe central. Face au soleil couchant, au soleil radieux du grand soir, se développe une composition urbaine monumentale associant symétrie, tours en enfilade, parterres végétalisés, plans d'eau. Bref, une imagerie à la fois classique et révolutionnaire pour un projet d'inspiration réformiste. De la cité Moalbeau, revenons au centre-ville et changeons d'échelle. Les projets pour la rive droite
porte sur une aire urbaine stratégique, centrale, à la convergence de grands axes territoriaux et à proximité de la gare voyageurs. Cette aire correspond au quartier de Saint-Gervais, un morceau constitutif de la vieille ville de Genève. Reste que dans l'entre-deux-guerres, les urbanistes, et avec eux Braillard, ne perçoivent que peu sa valeur patrimoniale. Ils sont surtout soucieux de pallier ses carences. À leurs yeux, 3 facteurs font du quartier de Saint-Gervais un quartier vétuste. D'une part, son insalubrité, ensuite l'entrave qu'il représente pour la circulation automobile, et enfin le frein qu'il occasionne au développement économique. Pour Braillard, l'enjeu est double. D'une part, créer les bases urbanistiques d'un développement futur, et d'autre part, définir un cadre métropolitain conforme au nouveau statut de Genève, ville internationale. 1929, Maurice Braillard élabore son premier projet pour la City du futur. À ce stade, le dispositif urbain présente un schéma radial, en pas de doigt. La place Saint-Gervais constitue le point d'éclatement de 5 grandes artères. L'opération s'apparente, en partie, à une stratégie d'embellissement urbain. Les axes radiaux sont indifférenciés, alors même que leur importance respective diffère du tout au tout. La rue de Cornavin est voie d'accès à la rue de Lausanne, puis à la route de Suisse, à la rue de Montbriand, donc au Palais des Nations, à la Faucille et à Paris. Pourtant, elle est traitée de la même manière que la rue Baute, qui, elle, ne dessert que le bas de la Servette. Néanmoins, cette première proposition retient l'attention pour au moins 3 raisons. Premièrement, elle confère un statut de belvédère urbain à la place en arc de cercle. Fermée à l'arrière par les tours, mais ouverte à l'avant sur le Rhône et la Cité. Elle offre ainsi à la consommation esthétique les éléments caractéristiques de la ville et du territoire. Au premier plan, le pont de Lille sur le Rhône. Au second plan, la ville haute dont la silhouette se découpe sur la chaîne du Salève. Deuxièmement, elle introduit une échelle et une ambiance métropolitaine inédite dans le paysage urbain, celle définie par les grands blocs horizontaux et les tours pentagonales. Autre signe de la modernité, le profil aérodynamique des galeries piétonnes qui souligne le flux, l'écoulement linéaire des transports mécanisés, qui sillonnent sans discontinuité la ville du futur. Troisièmement, le concept même des rues piétonnes superposées interpelle. Les trottoirs sur rue sont dédoublés par un promenoir suspendu formant marquise. C'est ici un moyen permettant de dédoubler les surfaces commerciales et d'offrir aux piétons des espaces de circulation hors nuisance. C'est ici l'annonce d'une division fonctionnelle qui s'opère dans la coupe. Le niveau 0 est réservé à la circulation automobile, le niveau 1 à l'écoulement des flux piétonniers. Au niveau des immeubles, niveau 0 et 1 dédiés aux activités commerciales, les niveaux supérieurs aux espaces de bureaux. Du premier projet, Maurice Braillard ne va conserver qu'une avenue, celle qui est réellement pertinente. En l'occurrence, il s'agit de l'axe qui connecte la rive droite et la rive gauche, mais c'est aussi l'axe qui constitue le tronc commun entre les grands axes territoriaux, à savoir la route de Lausanne et de Suisse, la route du col d'Afossi et Paris, la route de Saint-Genis qui mène au-delà à Lyon. L'avenue enfin qui assure la liaison entre, d'une part, la gare voyageur de Cornavin, alors porte d'accès principale à la ville, et d'autre part, le siège du pouvoir politique et la zone d'activité commerciale des rues basses. Pour signifier l'importance névralgique de cette artère, il va l'aborder, de part et d'autre, de tours de 18 étages, soit de quelques 60 mètres de hauteur. Deuxième grand changement, le second projet de reconstruction instaure une relation étroite avec la topographie du site. On passe ainsi à des barres disposées de manière étagée dans la pente. De plus, la forme incurvée de ces barres épouse les courbes de niveau de la colline, s'abaissant vers le Rhône. Ce souci d'insérer le projet dans le lieu est manifeste aussi dans la relation qu'il entretient avec le paysage urbain et le site du Rhône. Dans ces perspectives, Braillard varie ainsi angle et point de vue. Quelle vision du nouveau quartier a-t-on depuis la rive opposée ? Quelle perception a-t-on des tours selon que l'on se trouve sur l'avenue centrale ou, au contraire, qu'on les aperçoit au loin émergeant des immeubles ? Une fois encore,
Maurice Braillard envisage le projet comme un projet fini, achevé dans ses contours, dans ses limites. Et en même temps, ce projet est aussi un moyen de penser plus loin. Une étape pour amorcer une réflexion sur un territoire plus vaste, celui de la ville dans son ensemble. Trois ans plus tard, Maurice Braillard va insérer son deuxième projet de la rive droite comme une pièce constitutive d'un plan directeur qui, comme son nom l'indique, n'est pas un plan appliqué tel quel, né variatur. Dans ce plan directeur pour Genève, Maurice Braillard organise l'espace urbain ou le dissocie en 4 zones différentes. D'une part, la zone centrale, qui correspond à la vieille ville, où sont concentrés le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Ensuite, la zone réservée à l'activité tertiaire, de part et d'autre du pont sur le Rhône, donc les activités de bureau et de commerce. Troisième zone, qui correspond à ce tapis continu d'immeubles bars disposés librement, qui correspond à la zone résidentielle. Et enfin, une quatrième zone industrielle, qui correspond d'une part à l'avant-gare et à la gare Cornavin, et d'autre part au secteur de la Praille, qui regroupe port marchand, gare marchandises, gare triage et zone d'activité industrielle. Pour l'essentiel, Maurice Braillard envisage la ville comme un système de bars. Mais attention, ces bars ne sont disposés ni de manière uniforme, ni de manière aléatoire. En particulier en bordure de lac, Maurice Braillard adopte un système en peigne qui assure porosité et démocratisation des vues. Surtout, le regroupement tend à définir des quartiers distincts articulés autour d'espaces verts, eux aussi spécifiques. En effet, le système hiérarchisé des voies routières se double d'un réseau piétonnier qui connecte entre eux les espaces de verdure pour former un réseau de cheminement cohérent, liant le centre à la campagne environnante. Un document en ce sens intéressant, puisqu'il associe une réflexion sur l'organisation technique de la ville, moderne, à une réflexion plus qualitative sur le territoire et les espaces publics. Un document qui tire, en tout cas, finement parti de la topographie et des vues pour définir des espaces publics propres à favoriser identification et appropriation.